Alors je fais une petite introduction rapide. Cette vidéo n'a pas été très compliquée à produire pour moi dans la mesure où je suis depuis longtemps un fervent consommateur de citations. En général, si vous prenez un tout petit peu le temps de les analyser, elles représentent des condensés d'informations ou du philosophie de vie qui sont capables de résumer des pans entiers de littérature. Et comme moi, à titre perso, j'ai un petit peu de mal à m'avaler des tonnes de pages pour en sortir trois infos, bah, c'est ce caractère particulier des situations que j'aime bien car elle force l'esprit à se poser sur l'idée principale en éliminant tout le bruit, donc les 300 pages de la littérature. Et ça représente en quelque sorte une forme de formation accélérée. Alors, sur la philosophie de vie, par exemple, il y a des citations qui me reviennent souvent en tête quand je commence à m'apercevoir que je navigue un peu en zone de flou et que je souhaite opérer un recadrage. Alors, l'une d'entre elles est la suivante. Ce qu'on te reproche, cultive-le parce que c'est toi. Alors, elle veut dire beaucoup. Pour moi, la première est de ne pas rejeter d'emblée une pensée parce qu'elle n'est pas dans le mainstream, que je pourrais voir qui n'est pas dans le mainstream, ou inversement, de me poser la question de savoir si c'est vraiment moi qui réfléchis quand je me mets à penser comme tout le monde. Alors, elle a aussi, entre autres, l'avantage de vous permettre de passer un peu mieux le mur des désapprobations. Alors, certes, c'est pas forcément lié à la bourse, mais on peut facilement retrouver des connexions, notamment quand il s'agit d'avoir justement votre propre pensée par rapport à l'orientation des marchés, par rapport à un événement en général. Ce qu'on sait, c'est qu'en bourse, ce qui paie, c'est en bourse ou du côté investissement au sens large, c'est ce qui va à contre-courant. Alors, la suivante, citation, est un petit peu plus difficile à appréhender, mais tellement juste, en tout cas pour moi. La vraie liberté est d'être capable de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Alors, celle-ci a également effectivement une place très importante dans mon style de vie. Elle me remet en ligne quand je rechigne à faire ce que je dois pourtant faire. Mais bon, c'est propre à chacun et je vous laisse méditer dessus. Donc là, on va entrer directement dans le vif du sujet avec les citations qui nous intéressent, c'est-à-dire que les citations liées à l'investissement. Alors, celles que je vais donner juste après, ben, ce sont des citations que j'ai personnellement éprouvées dans le cadre justement de mes investissements, et elles font désormais partie de mes règles de cadrage. Donc, je donnerai quelques exemples. Démarrons cette série avec la première citation. La bourse brûle toujours ce qu'elle a adoré. Alors j'ai eu un petit peu de mal à trouver l'auteur de cette citation. Il semblerait que ce soit Honoré de Balzac. Donc ça date un petit peu, ça date du 19e, et je pense que lui-même devait faire référence à la crise des tulipes dans les Pays-Bas au XVIIe siècle. Donc ce dicton, qui est plutôt poétique, dénonce le fait que les marchés financiers sont souvent excessifs et ont souvent tendance à privilégier une valeur ou un secteur en particulier. Et cela crée ainsi des bulles spéculatives, telles que les bulles spéculatives qu'on avait pu voir dans les années 2000, et qui peuvent grossir de trop et finir par éclater. Alors, ce que veut dire également ce dicton, c'est qu'il ne faut pas tomber amoureux des valeurs qu'on a en portefeuille. Alors moi, c'est des biais dans lesquels je suis tombé dans mes débuts de mon parcours d'investisseur. Et il faut apprendre à couper ses pertes, même s'il y a une action auquel vous croyez, ben, si le marché en veut pas, ben, il faut couper. Alors, je vais vous montrer par exemple un exemple sur une société que vous devez certainement connaître qui s'appelle Zoom, parce qu'on en a pas mal entendu parler pendant la période du Covid. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'elle donnait en termes de performance à une certaine époque. Alors, Zoom, c'est une société qui propose des logiciels pour de vidéoconférences, donc ça tombait plutôt bien, puisqu'elle a énormément explosé à l'époque du Covid. Donc si vous regardez la performance qu'elle a fait, c'est de l'ordre de 600%, 650%, donc ce qui est énorme. Et ensuite, à partir de septembre 2021, ben, vous avez une décroissance des cours de 82%, c'est-à-dire que vous avez perdu l'intégralité de la hausse. Alors qu'en fait, si vous regardez les earnings, donc là par exemple, si on prend les earnings, au sommet, on est à 0,92. Si on prend celui-ci, on est à quasiment 1. Et si vous regardez les earnings ici, eh bien, on est à 1,34. C'est-à-dire qu'on a des earnings qui sont, et généralement, les cours suivent la rentabilité de l'entreprise. Et bien, malgré que vous avez des earnings qui sont supérieurs à ce que vous aviez là, ben, le marché en veut plus. Donc, voilà, vous avez l'action qui baisse, et vous avez c'est une action qui est partie au tapis. Alors probablement qu'elle redécollera, surtout si on se retrouve dans des situations similaires, mais au jour d'aujourd'hui, c'est une action qui est délaissée par le marché. Donc là, on arrive sur une citation qui m'a beaucoup interpellé, car elle semblait répondre parfaitement à mes difficultés en termes d'investissement durant toute ma période initiatique.
C'est la période où j'ai commencé non seulement à m'intéresser à l'investissement, mais également à faire mes propres sélections en réel, donc avec mon argent. Durant cette période noire, il faut bien le reconnaître, qui a duré pour moi 3 ans, effectivement, j'apprends pas très vite, hein. J'ai bien évidemment fait comme tout le monde, j'ai commencé à perdre avec constance, jusqu'à ce que je me décide à essayer de comprendre un peu ce qui m'arrivait. Et c'est suite à ces séries d'échecs que je me suis vraiment attelé au sujet, et j'ai fait pas mal de simulations, etc. Et j'ai produit une vidéo qui s'appelle qui traite du stock picking, que je vous encourage vraiment à visionner, parce qu'elle est vraiment intéressante. Je vous mets le lien en descriptif. Alors, revenons à cette situation. Ne cherchez pas l'aiguille dans la botte de foin, achetez simplement la botte de foin. Alors, elle est attribuée à John Clifton Bogle. C'est un célèbre homme financier, homme d'affaires américain. Il a fondé le non célèbre Vanguard Group. C'est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement au monde. Et qu'est-ce qu'elle suggère, cette citation? C'est qu'au lieu de s'embourber dans des détails complexes, des détails qui sont pas forcément facilement accessibles pour un particulier, ou de faire des analyses un peu minutieuses, eh bien, il est parfois plus judicieux d'opter pour une stratégie simple et globale, plutôt que de chercher activement des opportunités individuelles sur le marché. Alors moi, effectivement, j'en ai fait les frais, j'en parlais juste avant. Et la méthode la plus sûre pour ne pas louper les grands gagnants du marché, c'est d'investir par exemple dans un fonds indiciel. Alors typiquement un ETF, donc le marché le plus rentable de la planète au jour d'aujourd'hui, c'est le S&P 500. Donc on pourrait imaginer investir dans un ETF du S&P 500. Et de cette manière, vous êtes certain de ne jamais rater les plus grands gagnants du marché boursier. Pour étayer tout ça, je ne vais pas aller chercher bien loin. Je vais récupérer une des slides que j'avais proposées dans le cadre de ma vidéo sur le stock picking, que encore une fois, je vous encourage à aller voir. La voici. Donc, sur ce graphe, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, il s'agit d'un histogramme qui représente l'intégralité des compagnies qui composent le S&P 500, donc en moyenne 500. Et là, vous avez la performance sur 10 ans. Donc ici, vous avez votre distribution. Alors qu'est-ce qu'on constate? Vous avez, par exemple, là, vous avez 17 sociétés qui ont eu un rendement inférieur à 0%. Vous en avez 63 qui ont fait un rendement entre 0 et 100%, 89 qui ont fait un rendement entre 100% et 200%, etc., etc. Alors, le plus intéressant là-dedans, c'est de regarder où se situe la moyenne. La moyenne du S&P 500 se situe là. Et si vous regardez la distribution de la population, vous avez 70% des actions qui ont fait moins bien que la moyenne et 30% qui ont surpassé l'indice, la performance moyenne de l'indice S&P 500. Donc ça concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes un amateur de stock picking, il faut savoir que contre vous, vous avez 70% de chances de faire moins bien que le marché. Donc c'est ce qui explique également que sur le long terme, au long cours, la plupart des fonds de gestion ne dépassent pas la performance moyenne de leur indice de référence. Là, en l'occurrence, le S&P 500, c'est de l'ordre de 9%. Et bien, sur le long terme, si vous décidez d'acheter simplement le marché, autrement dit un ETF par exemple, eh bien, vous êtes à peu près dans les 5 à 10% des personnes qui vont faire mieux que les gros fonds de gestion qui, eux, ont plus des frais relativement conséquents. Troisième citation, on la doit à Robert Arnott. Alors Robert Arnott, c'est encore un Américain, donc un financier et gestionnaire de fonds d'investissement. Il est fondateur, entre autres, et président d'une société de recherche en investissement qui est basée en Californie. Et Arnott est surtout connu pour ses contributions dans le domaine des stratégies d'investissement indiciel. Bref, une pointure. Alors, la citation est la suivante. En matière d'investissement, ce qui est confortable est rarement rentable. Alors, moi, la question qu'on peut se poser et que je vous pose, c'est combien connaissez-vous de millionnaires qui se sont enrichis en investissement dans des comptes d'épargne? Moi, j'en connais pas beaucoup. Alors, en gros, que veut dire cette situation? Et je pense que là, tout le monde l'aura bien compris. Eh bien que pour être profitable, il faut souvent aller à l'inverse des foules, c'est-à-dire acheter quand les autres vendent et vendre quand les autres achètent. Et ça, d'ailleurs, ce sera une citation qui arrivera un petit peu plus tard dans cette présentation. Et si on prend par exemple le krach récent, le krach de 2020 qui est au Covid, ça nous a montré que les personnes qui ont quitté le navire en cours d'année, ça a été mon cas du moins en partie, c'est-à-dire en plein confinement lorsque le monde entier est à l'arrêt, ils ont rayé tous leurs espoirs de gains ultérieurs et finalement ont raté le rebond violent qui a suivi. Alors même si cette maxime s'adresse surtout aux investisseurs actifs,
Il faut cependant garder à l'esprit qu'il ne faut pas complètement sortir de sa zone de confort. Il faut être capable de reconnaître, d'une part, l'inconfort qui est lié au fait d'avoir une opinion divergente par rapport à la majorité, qui peut être très très rémunérateur, entre guillemets, et d'autre part, l'inconfort lié à la prise de risque excessif. C'est-à-dire si vous risquez l'intégralité de votre capital, il faut peut-être réfléchir un peu, quoi. Alors partons avec un exemple où je m'étais mis dans une situation plutôt inconfortable. Alors c'était sur le BTC USD, parce qu'effectivement j'investis aussi pas mal dans la crypto. Je dirais même que c'est un de mes terrains de prédilection. Donc la crypto, je m'y suis intéressé, je dirais comme tout le monde, un petit peu dans le bull run de 2018. Alors je démarrais un petit peu dans le métier entre guillemets, du coup j'avais investi progressivement au départ, puis après massivement, donc j'étais arrivé à une somme d'à peu près 9000 euros. Donc 9000 euros, ensuite il y a eu le grand désenchantement, là, la chute vertigineuse. Là, donc là on a fait une baisse par rapport au sommet de voilà, 82%. Alors moi forcément j'ai tout vendu pendant la descente, ce qui fait qu'avec mes 9000 euros initiaux, je me suis retrouvé qu'avec 3000 euros. Donc après je me suis formé, etc. Et ensuite j'ai attendu des patterns. Et là ce que je me suis aperçu, c'est qu'en fait on avait une compression de la volatilité qui était de plus en plus importante. Et là, je savais que ça explosait dans un sens ou dans l'autre. Donc j'ai attendu, parce que mon idée c'était que ça parte vers le haut, mais finalement c'est parti vers le bas. Et là, je pense que ça a débarqué, toutes les mains faibles, toutes les personnes à levier ont complètement été dégagées. Et ensuite, il y a une remontée. Et à partir de cette zone-là, j'ai commencé à m'y intéresser à nouveau. Et du coup, il me restait 3000 euros par rapport aux 9000 euros initialement injectés. Donc ce que j'ai fait, j'avais considéré que la somme était perdue, donc je me suis dit, ok, je vais continuer à miser sur le Bitcoin, qui a l'air de vouloir reprendre, mais j'y allais progressivement. Donc j'ai commencé par injecter 1000 euros ici. Ensuite j'ai attendu, j'ai dû injecter une autre somme, c'était pas tout à fait 1000 euros, peut-être 500 euros à cet endroit-là, puis à chaque fois que j'avais une descente de plus en plus conséquente, j'injectais de plus en plus d'argent. Et là j'ai terminé mon reliquat de 3000 euros à cet endroit-là, quoi. En gros, j'ai tout investi aux alentours du 1000. Sauf qu'entre-temps, vous voyez, ça s'est descendu quasiment à 4000, donc j'avais perdu la moitié de ma position. Mais dans mon idée, j'avais considéré que c'était de l'argent de perdu. Alors, soit le Bitcoin finissait à zéro et j'avais perdu mes 3000 euros, soit ça repartait et puis je pouvais faire de belles plus-values. Donc, j'ai décidé de rester. Et puis, ça a duré comme ça plusieurs mois. Et puis là, donc, il y a eu le fameux bull run. Et puis là, j'ai commencé à sortir mes positions. Et globalement, par rapport à les 3000 euros qui me restaient dans cette zone-là, j'ai dû remonter à 12 000, donc j'ai gagné 4 000 de plus que ce que j'avais, 3 000 de plus que ce que j'avais injecté au départ, donc j'étais assez content. Je suis sorti dans ces zones-là, je ne suis pas sorti au plus haut, mais voilà. Après, j'avais bien compris comment fonctionnait la bête, et ensuite j'ai attendu. Et là, sur le retour, alors là, c'est juste pour montrer l'exemple d'une situation particulièrement inconfortable, hein, qui a été très bénéfique pour moi. Là, par contre, j'ai bien attendu la baisse complète du Bitcoin. Et dans mon idée, l'idée c'était de racheter à 10 000 euros, sauf qu'il n'a jamais atteint les 10 000 euros. Donc là, je me suis dit, là, je vais encore attendre. Est-ce que ça a baissé? Non. Puis du coup, j'ai dû racheter là aux alentours de 25 000. Et là, je suis toujours en position sur le Bitcoin. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec la citation, mais tout ça pour dire que là, j'étais dans une situation particulièrement confortable où j'avais perdu déjà 2 tiers de mon capital, et ensuite j'avais perdu 50% de ce qui me restait. Bon, là, okay, j'ai pris mon mal en patience, et puis j'ai tenu un peu mes nerfs, j'ai contrôlé mes émotions, et finalement j'ai tout récupéré. Quatrième citation: les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, grandissent dans le scepticisme, s'épanouissent dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie. Ouf. On verra tout à l'heure qu'on ira un petit peu plus loin. Alors c'est une citation qui est attribuée à Sir John Templeton. C'est un investisseur légendaire et philanthrope américano-britannique. Et Templeton était plutôt connu pour sa sagesse en matière d'investissement, et il était aussi connu pour être plutôt du genre contrariant sur les marchés financiers. Alors, pour donner un peu de corps à cette citation, j'ai exhumé une très vieille planche qui est toujours d'actualité, qui traite de le côté psychologique des cycles de marché. Alors, également connu sous le nom de cycle émotionnel ou cycle de sentiment de marché. Alors, c'est un modèle qui reflète les émotions et le comportement des investisseurs au fil du temps. Donc là, on a une simplification des étapes typiques de ces cycles. Alors, au passage, on peut remarquer que ce cycle-là ressemble beaucoup en termes de forme à ce qu'on a vu précédemment avec la compagnie Zoom, ticker ZM. Alors, si on démarre en bas à gauche, on est dans une première phase, on ne voit pas grand-chose sur le marché.
Et la plupart du temps, les screeners ne remontent rien. Et alors dans l'hypothèse où vous suivez cet actif, si par exemple c'est le Bitcoin ou si c'est l'or et si vous êtes un aficionados de ce type d'actif, donc vous l'avez positionné dans votre watchlist et puis de temps en temps vous jetez un coup d'œil. Mais là, bon, on détecte rien de bien intéressant à faire. Et à la limite, même, on finit même par ne plus y croire. Et puis, à un moment donné, vient un sursaut qui vous interpelle. Alors, est-ce que c'est une recovery? Donc, posez quelques questions. Ensuite, la montée continue. Vous entrez dans une phase d'optimisme. Est-ce un bull market? Vous êtes un peu confiant dans la croissance future de ce marché-là. Et certains commencent à ouvrir des positions. Ensuite, on entre dans une phase dite d'excitation. Alors, on a des gains substantiels, ça stimule, enfin, on a des gains substantiels, on voit des gains substantiels, ça stimule cette excitation. Les médias financiers commencent à largement communiquer sur le sujet. Et ils finissent par rapatrier les tout derniers indécis, donc les traders les moins expérimentés entrent sur le marché. Et ensuite arrive le stade ultime de l'euphorie, enfin l'ultime, donc l'euphorie, c'est l'Eldorado, la phase d'excitation, on est des champions du monde. Et on croit que cette bonne performance va durer indéfiniment, et puis ceux qui ne sont pas rentrés, là, on prenne définitivement la décision de rentrer tout aussi massivement. Et ensuite, on accuse le coup parce qu'on voit une première baisse, et on reste en position parce qu'on se dit que le marché est en train de se reprendre, il est en train de respirer, donc c'est une phase qui est complètement normale dans un cycle de marché. D'ailleurs, on a eu de la chance de rentrer, on est rentré au bon moment, là ensuite ça va repartir en bull run. Ensuite on voit les premiers signes de difficulté qui émergent, alors c'est une phase d'anxiété. Alors il y a certains spéculateurs qui commencent à s'inquiéter, mais la plupart restent optimistes. Les cours peuvent encore reprendre leur tendance de fond haussière, mais la dynamique commence à sérieusement tanguer. Les inquiétudes se transforment en peur et on tombe dans la phase terrible du déni. Alors ça, moi, j'ai vécu à plusieurs reprises dans ma carrière d'investisseur. J'ai pas pu me tromper, c'est le marché qui se trompe et de toute façon, il va obligatoirement se reprendre. Les cours commencent à chuter, ça entraîne une spirale descendante infernale et certains investisseurs vendent pour minimiser leurs pertes. Ensuite, on rentre dans une phase panique. C'est-à-dire que comme tout le monde vend, finalement, ça écroule encore davantage le marché. Phase panique, la peur s'intensifie. On comprend qu'on est dans un traquenard. Ça conduit encore plus à des ventes massives. Donc là, ça s'écroule relativement brutalement. Et les spéculateurs en herbe cherchent à sortir du marché à tout prix, ce qui provoque, ce qui accentue finalement cette course à la baisse. Et ensuite, on entre dans une phase de désespoir. Et à ce stade, la plupart des investisseurs ont subi de très lourdes pertes. Et le pessimisme règne. Et beaucoup peuvent abandonner définitivement tout espoir de récupération. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Et malheureusement, c'est souvent à cet endroit-là qu'on peut avoir des opportunités d'achat. Mais bon, c'est un autre sujet. Ensuite vient la capitulation. Bon, alors là, c'est les retardataires non avisés vendent leur dernière position en se disant, ok, il n'y a plus grand-chose à faire. Mais de toute façon, c'est mieux de récupérer ce qui me reste que d'attendre que les cours finissent à zéro. Et là encore, ça peut être un point véritablement intéressant pour ceux qui maîtrisent bien les marchés, justement, pour rentrer en position. Ensuite, on passe en mode énervé, en se demandant comment on a pu faire ça. On maudit la bourse, voilà, que font les régulateurs, etc. Et ensuite, on peut se retrouver dans une longue traversée du désert. Alors moi, je l'ai vécu avec le Bitcoin après 2018 pour essuyer ses pleurs, mais aussi et surtout ses pertes, en se disant qu'on n'y reprendra plus. Maintenant, on est beaucoup plus vigilant. Et le cycle peut ensuite recommencer avec un retour à la phase d'optimisme, phase d'optimisme, créant une boucle continue de cycle de marché. Alors, il est important de noter que ces cycles sont généralement influencés par divers facteurs économiques, géopolitiques et externes. Et la durée et l'intensité de chaque phase peut bien évidemment varier en fonction de chaque actif sur lequel vous faites votre analyse. Cinquième citation, les marchés financiers sont un instrument de transfert de l'argent des impatients vers les patients. Alors, l'origine de cette citation nous vient du XVIIe siècle, elle a été citée dans un contexte militaire sous Louis XIV. Mais bon, comme il y a débat sur le sujet, parce qu'il pourrait s'agir d'un vieux proverbe chinois, on va en rester là. Et en tous les cas, concernant la bourse, ou l'investissement, elle nous vient de Warren Buffett. C'est l'un des hommes d'affaires et investisseurs contemporains les plus célèbres de la sphère.
Et décrire tous ces faits d'armes ici nous sortirait complètement du cadre de cette vidéo, mais je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Alors, on la trouve également sous d'autres formes du même auteur, comme beaucoup de succès peuvent être attribués à l'inactivité. Et il y a eu également d'autres confirmations avec des grands noms d'investissement tels que Peter Lynch, avec l'impatience lors d'une période difficile peut conduire à des pertes irréparables. Et il y a aussi Jacques Bogle, un autre grand nom qui s'y est collé également, avec l'impatience avec vos investissements vous fera probablement manquer de grandes opportunités. Alors ce que veut dire cette citation est relativement évident et tellement vrai, surtout quand je la confronte à ma propre expérience. Elle traduit le fait que la plupart des investisseurs ne peuvent pas résister à la tentation d'acheter ou de vendre en permanence. Et à ce moment-là d'ailleurs, ce ne sont plus des investisseurs, on parle plutôt de traders ou de spéculateurs. Alors, comme je vous remonte que des citations qui me parlent directement, parce que je les ai vécues personnellement, celle-ci, je dois reconnaître, je l'ai vécue vraiment de manière particulièrement désagréable, et je pense même qu'elle coiffe le haut du poteau dans cette échelle-là de désagrément. Et parce que comme la plupart des débutants naïfs, je me suis essayé à toutes les cochonneries du trading court-termiste. Alors les actions volatiles, acheter des grosses quantités et revendre dans la journée ou au bout de 2-3 jours, les options binaires, le forex, les turbos, les varantes, les CFD, les produits effets de levier sur crypto et consorts. Et à chaque fois, pour moi, ça s'est mal terminé. Alors, je ne regrette absolument rien, ça fait partie d'une expérience à vivre pour s'en convaincre, et quand vous y laissez des plumes, je peux vous garantir que ça laisse des traces. Alors, je n'ai pas de track record à vous présenter, car j'ai coupé tous ces comptes pour être sûr de ne plus jamais y retourner, après avoir perdu quand même une certaine somme d'argent. Et à ce propos, je vous invite là également à aller voir une de mes vidéos intitulée « Les marchés sont taillés pour perdre ». Pour moi, ça a été vraiment un électrochoc. C'est vraiment à partir de cette étude-là que j'ai définitivement arrêté le trading court terme. Parce que là, j'avais vraiment la preuve mathématique de ce que je vivais. Et je vous encourage ardemment à en faire de même. D'ailleurs, s'il y avait un seul conseil à retenir de cette vidéo, c'est vraiment celle-ci. Enfin, ce conseil-là, c'est-à-dire d'arrêter le trading court terme. Car de toute façon, tôt ou tard, sans jouer les oiseaux de mauvais augure, vous finirez par vous faire ramasser et griller complètement votre compte. Alors encore une fois, je vous encourage vivement à aller voir cette vidéo, parce que si mon avis ne vous suffit pas, regardez un petit peu ce que racontent les mathématiques. On passe à la 5e citation. Il y a 2 types d'investisseurs, ceux qui ne savent pas où le marché va et ceux qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. Alors moi j'aime bien cette citation, c'est une émanation de Wilhelm Bernstein, qui était un neurologue, écrivain et gestionnaire de portefeuille, encore une fois américain, né en 1948. Il est surtout connu pour ses travaux dans le domaine de l'investissement et de la finance personnelle, et il est également l'auteur de plusieurs livres à succès qui traitent de la gestion de portefeuille bien évidemment, de l'histoire financière, mais aussi, là c'est intéressant, c'est de la psychologie dans le domaine de l'investissement. Alors cette citation met en lumière l'incertitude inhérente au marché financier et classifie les investisseurs en 2 catégories distinctes en fonction de leur reconnaissance à cette incertitude. Alors, il y a ceux qui ne savent pas où le marché va. Bon, je dirais qu'à la limite, c'est ceux qui sont le plus honnêtes avec eux-mêmes. Dans cette catégorie, on inclut les investisseurs qui reconnaissent effectivement ouvertement qu'il est difficile, voire impossible de prédire avec précision les mouvements futurs du marché. Donc généralement, ils adoptent des approches qui sont plutôt prudentes, diversifiées dans leur investissement. Ils restent flexibles en ajustant leur portefeuille en fonction des conditions de marché. Et il y a la seconde catégorie, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas. Donc je dirais qu'entre guillemets, c'est peut-être les plus dangereux. Donc dans cette catégorie, on englobe les investisseurs qui peuvent être un peu trop confiants par rapport à la capacité à anticiper le mouvement des marchés. Ils peuvent penser qu'ils ont une compréhension précise de la direction du marché, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Ils ne sont pas conscients de l'ampleur de l'incertitude et du risque associé. Donc pour s'en convaincre, il y a juste à regarder les résultats des prévisions de la plupart des économistes et des grands spécialistes de la finance. Et ce qu'on voit, c'est que dans la plupart des cas, les prévisions qu'ils donnent ne sont pas meilleures en termes de confirmation que l'expérience qu'on pourra avoir d'un jeu aléatoire tel qu'un jeté de dés. Alors, si je transpose tout ça maintenant à ma propre expérience, alors j'ai comme beaucoup payé un peu les frais de cette seconde catégorie de personnages qui pensent justement être capables de prédire le futur du marché.
Alors j'ai acheté des formations qui étaient animées là également par de très grands spécialistes dans le domaine. Alors ils vous donnent tout à fait confiance, car chacun de leurs propos sont parfaitement étayés avec de jolis graphes, des les mots compliqués qui vont avec, etc. Et vous tombez quasiment systématiquement sous le charme de cet étalage de démonstration. Mais malheureusement, enfin moi ça a été mon cas, hein, et puis je pense beaucoup d'autres, à chaque fois ça m'a complètement desservi et j'en suis ressorti doublement délesté. Délesté d'une part de mes euros, qui étaient liés, enfin des euros qui étaient liés à la formation, et délesté aussi des euros qui étaient liés à mes investissements, qui étaient calés justement sur leurs prévisions. Alors, d'ailleurs, l'un de ceux que j'ai suivis dans mes débuts continue à œuvrer et vendre ses formations. Je suis de temps en temps quelques-unes de ses vidéos sur YouTube. Et bon, elles sont toujours aussi charmeuses. Bon, j'arrive même à les suivre jusqu'au bout, même si je connais bien le personnage, parce que franchement, vous vous laissez flotter, c'est joli, c'est des beaux graphes, c'est des mots, des superbes phrases. Enfin, vous avez vraiment l'impression qu'il y a un gros savoir derrière tout ça. Et cependant, ce que je me suis aperçu, c'est que ces derniers temps, il y avait un petit bémol, c'est qu'il a mis les commentaires en mode off, parce que j'imagine qu'il ne devait pas recevoir que des éloges par rapport à ses prévisions, notamment de la part, comme moi, qui sont de la part de ceux qui sont passés entre ses mains, donc les anciens. Alors, si vous avez le temps, essayez de suivre quelques grands youtubeurs dans le domaine et notez les prévisions. Alors moi, je fais ça de temps en temps, c'est assez amusant, enfin, surtout intéressant. Et donc j'ai fait ça pendant pas mal de temps et j'ai très surpris des résultats. Et là, vous voyez quand même des choses assez flagrantes, hein. En tous les cas, ça a fini de vous convaincre. Donc en résumé, la citation, elle souligne le fait que l'incertitude est une constante dans les marchés financiers et que les investisseurs sont mieux lotis s'ils reconnaissent cette réalité. Et elle met en garde contre la fausse confiance et l'illusion de cette certitude. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les marchés, ou plutôt sur le marché dans son ensemble, le marché est régi par un ensemble de stimuli inimaginables, ce qui rend sa modélisation terriblement complexe, même pour le meilleur financier de la planète, pour ne pas dire impossible. Et par rapport à tout ça, il faut être humble dans ses hypothèses de direction et surtout imaginer, et ça pour moi c'est le plus important, ce qu'il faudra faire si votre scénario ne prend pas corps, et ça vous arrivera fatalement. Toute la clé, elle est là. Une fois que vous êtes dans le marché, vous ne contrôlez plus votre sortie. Enfin, la seule chose que vous contrôlez, c'est votre sortie, justement, et donc vos pertes. Et la règle la plus importante en investissement, enfin, c'est encore plus vrai en trading, hein, c'est pas de faire de gros gains, mais c'est de limiter ses pertes. Rappelez-vous qu'une perte de 50% sur un capital nécessite 100% de gains pour revenir à l'équilibre. Si vous prenez par exemple la performance du S&P 500 qui est entre 9 et 10% par an, bon, bien entendu c'est très fluctuant, hein, il vous faudrait par exemple 4 années pour récupérer une perte de 50%, parce que vous ne faites pas 100% en une année. Je viens de préparer le montage de cette vidéo et je m'aperçois que j'étais un petit peu long, donc là je vais être un petit peu plus rapide pour la fin, mais pour ceux qui ont le courage de rester jusque-là. Donc j'ai terminé avec des citations qui me paraissaient importantes de vous donner, et je donnerai un petit peu quelques décorums autour de ces citations-là. Celle-ci, donc, il ne s'agit pas de prédire la pluie, il s'agit de construire l'arche. Alors ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que le bateau coule pas, c'est-à-dire qu'il faut conserver votre capital. Alors, celle-ci de George Soros. Alors, en bourse, tout ce qui est évident est évidemment faux. Alors ça, moi, je l'ai vu à des tas de reprises au niveau de la bourse. Quand vous voyez un pattern et que vous avez le sentiment que ça va aller dans un sens, méfiez-vous parce que le marché est souvent contrariant. Donc, il faut être extrêmement prudent par rapport aux évidences. C'est dans le ciel bleu qu'éclatent les orages. Alors ça c'est pareil, quelquefois vous avez un portefeuille qui progresse bien, vous avez une certaine constance, vous faites du gain tous les jours, etc. Et puis un matin vous vous réveillez, blanc, vous avez perdu 5 à 6% dans la journée et ça continue les jours d'après, etc. etc. Ben voilà, c'est typiquement ce qui peut se passer suite à une news, suite à un contexte géopolitique ou autre. Donc il faut être très prudent par rapport à ça. Quand tout est calme, tout est plat, il faut quand même se méfier. Alors, celle-ci, elle est peut-être un petit peu hors bourse, mais elle est pour moi extrêmement importante, parce que c'est aussi un petit peu ce qui a fait ma carrière, et je pense qu'on peut la généraliser à bien d'autres choses que la bourse. Et cette citation dit que si un homme vide sa bourse dans sa tête, personne ne peut la lui prendre. Et ça, c'est certain. Un investissement dans le savoir paie toujours les meilleurs intérêts. Si par exemple vous avez un chaudronnier, vous lui enlevez l'intégralité de son matériel, mais après vous l'envoyez dans une autre ville, etc., il sera
il sera capable à nouveau de retravailler le fer parce qu'il a le savoir-faire, il sait exactement le matériel qu'il faut utiliser et comment manipuler le métal pour justement arriver à en faire un petit peu ce qu'il veut. Alors pareil, là, on est encore un petit peu hors contexte, mais je pense que celle-ci, elle est aussi intéressante pour ceux qui veulent entreprendre. Si vous avez 10% de chance de gagner 100 fois plus, vous devriez prendre ce pari à chaque fois. Donc je vous laisse méditer. Et une de Mark Zuckerberg, donc lui il a sorti du même genre, hein, le plus grand risque c'est de ne prendre aucun risque. Et ça c'est bien évident. Tout comme en bourse, si vous voulez du gain, malheureusement il faut prendre du risque. Voilà. Alors bien entendu, il faut du risque mesuré par rapport en mettant un certain pourcentage de son capital et pas la totalité. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous y avez trouvé matière à réflexion et peut-être de nouveaux éléments pour vous aider à ajuster votre stratégie d'investissement à l'heure actuelle ou future. Comme d'habitude, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, d'activer la petite cloche et de monter le petit pouce. Et je vous dis à très bientôt en vous souhaitant de très belles fêtes de fin d'année.